Alors, on va passer à la seconde présentation. Donc, les enjeux nutritionnels en cancérologie pédiatrique. Alors, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et je vais essayer de vous donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Mais je demeure toujours à votre écoute. En tout cas, vous n'ignorez pas là aussi, c'est qu'il y a une augmentation des taux de survie des enfants cancéreux qui sont extrêmement importants durant ces dernières décennies, comparé aux décennies des années 70 où les taux de mortalité étaient extrêmement élevés. Donc une meilleure survie des cancers, heureusement, des enfants actuels. Mais cela se fait au prix donc de comorbidités et donc qui sont de plus en plus retrouvées, et notamment la malnutrition chez les enfants cancéreux. On sait en effet que lorsqu'on considère des méta-analyses réalisées sur le sujet, et notamment celle-ci, celle de Brinksma, qui a réalisé une revue exhaustive de la littérature, il a considéré quand même 2477 études identifiées et seulement 46 ont été retenues. On retrouvait au diagnostic des taux de malnutrition qui étaient estimés entre 10 et 50%, plus fréquentes pour certaines pathologies telles que les hémopathies malignes, moins fréquentes dans les tumeurs solides, mais tout de même plus élevées quand les maladies étaient métastatiques, et même des états de dénutrition en cours de traitement, avec des pertes de poids qui étaient certainement extrêmement importantes au cours des traitements, de certains traitements particuliers, mais pas forcément dépistés. Alors nous, on avait réalisé déjà en 2015 une étude qui avait, au sein de notre service, étude exhaustive sur une année, et qui avait considéré tous les enfants cancéreux admis à ce moment-là, donc 85 enfants. Et on avait constaté qu'au diagnostic, on avait 18,6% des enfants qui présentaient soit une dénutrition modérée, soit une dénutrition sévère déjà au diagnostic. Ce qui n'était pas très loin des études qui étaient précédemment réalisées, donc et un peu plus élevées même que certaines études. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse justement à la dénutrition chez l'enfant cancéreux? Est-ce que c'est simplement une lubie? Mais certainement pas. C'est que la dénutrition a de nombreuses conséquences, non seulement sur la survie et la morbidité à court terme, et les données disponibles en cancérologie pédiatrique, elles justement permettent d'établir avec certitude cela, concernant notamment l'état nutritionnel et la survie, l'état nutritionnel pré-greffe et survie, ou la relation entre état nutritionnel et complications infectieuses. Elle va avoir un état de dénutrition va avoir aussi des conséquences sur la réponse au traitement, sur le pronostic tumoral, sur la croissance à distance de la fin du traitement, et avoir un impact économique certain. Et on le voit très bien ici dans cette étude aussi qui avait été réalisée en 2015, où la dénutrition à la phase initiale des traitements était associée à une mauvaise survie des patients. Regardez ici, vous avez des patients qui avaient un BMI, donc c'était l'indicateur choisi dans cette étude, un BMI supérieur à moins 1,5 déviation standard, et des enfants plus dénutris avec un indicateur, un BMI inférieur à 1,5 déviation standard, et on voit bien finalement la différence en termes de survie à 6 ans, voire même avant, entre les deux groupes d'enfants. Et cela soulignait l'importance d'une nutrition optimale chez les enfants cancéreux. Une autre étude qui avait été réalisée au Brésil aussi, déjà en 1989, et qui portait sur 43 enfants de moins de 15 ans, porteurs de LAL, traités selon le même protocole de chimiothérapie, et qui n'étaient pas soumis à une prise en charge nutritionnelle, et l'on voyait bien que les taux de survie entre les deux groupes d'enfants étaient différents selon que les enfants étaient dénutris ou non dénutris. Donc la dénutrition était associée à une diminution de la survie et à une perte de chance pour le malade. Ceci s'expliquait par le fait qu'on avait des taux de rémission complète qui étaient, donc des taux de rechute, qui étaient plus importants chez les enfants qui étaient dénutris, une réduction des doses de chimiothérapie due aux neutropénies ou aux thrombopénies qui étaient fréquemment plus observées chez les enfants dénutris, et des doses quotidiennes de cismercaptopurine, donc de purinétol, ou de méthotrexate, ou d'hydroxydonorubicine, donc les anthracyclines, qui étaient beaucoup moindres chez les enfants dénutris.
Donc, une conséquence sur les traitements que devaient recevoir ces enfants avec des rechutes plus importantes dans le groupe d'enfants dénutris. Donc, au total, une survie moindre. Et comme je vous disais tout à l'heure, ça avait aussi un impact économique certain. On voit très bien dans ces deux études qu'il y avait une durée moyenne d'hospitalisation de 6 jours pour les patients non dénutris versus 9 jours pour les patients qui étaient dénutris, avec un coût moyen de prise en charge qui est de 138 dollars américains pour les patients non dénutris versus 228 dollars américains pour les patients dénutris, donc un surcoût de 60,5%. Donc, il est temps finalement de s'intéresser à l'état nutritionnel de nos enfants cancéreux pour réaliser non seulement des économies, mais aussi leur permettre d'avoir des taux de survie, ce qui est encore plus important, et des taux de survie plus importants. Donc, comment faire pour évaluer l'état nutritionnel chez un enfant cancéreux? On doit justement s'attacher à réaliser des évaluations simples, rentables, même dans des pays à ressources limitées, afin de déterminer l'état nutritionnel d'un enfant à l'aide d'outils simples, c'est-à-dire ce qui nous permettrait de dépister au plus tôt les enfants malnutris ou à risque de malnutrition, et j'insiste énormément là-dessus, dépister au plus tôt les enfants malnutris ou à risque de malnutrition, et instaurer le plus rapidement possible une prise en charge adaptée. Donc, ce qui pose la question de la définition de la dénutrition, comment l'évaluer au diagnostic et comment l'évaluer au cours du traitement, c'est ce qu'on va voir ici. Donc, qui va-t-on dépister? Déjà, tout le monde doit être dépisté et par tout le monde. Chacun d'entre nous doit être concerné par l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants dès qu'ils sont hospitalisés, mais même lorsqu'ils sont suivis en hôpital du jour ou en consultation. Et comment? À chacun sa méthode. On va voir ça tout à l'heure. Alors, quels sont les enfants concernés? D'abord, au diagnostic, on va s'attacher d'abord à réaliser une évaluation du état nutritionnel et une évaluation plus rigoureuse et plus précise chez les enfants qui présentent des tumeurs solides à des stades avancés, neuroblastome, néphroblastome, rhabdomyosarcome ou sarcome démique, des tumeurs du système nerveux central, des leucémies aiguës lymphoblastiques à haut risque ou des lymphomes, des carcinomes nasopharyngés ou des leucémies à haut risque ou en rechute. Ces enfants-là, au diagnostic, sont les enfants qui ont un risque nutritionnel plus élevé, donc un risque de dénutrition, même s'ils ne le sont pas d'emblée au diagnostic, mais plus tard, ils encourent un risque plus important de dénutrition au cours du traitement. D'ailleurs, au cours du traitement, on va s'inquiéter justement et essayer d'établir une évaluation de l'état nutritionnel plus régulière chez les enfants qui bénéficieront par exemple d'une radiothérapie du système digestif, de radiothérapie crânienne, d'enfants qui seront soumis à des traitements corticoïdes prolongés avec de doses plus importantes, des enfants chez qui on aura recours à une chirurgie abdominale ou qui vont subir, donc bénéficier d'une greffe de moelle ou de cellules souches. Des enfants qui présentent des symptômes qui pourraient majorer un état de dénutrition ou même entraîner un état de dénutrition. Donc des enfants qui ont des nausées, des vomissements, de la diarrhée, une mucite. Chez les enfants petits, les petits enfants avant moins de 6 ans. Ou encore des enfants qui présentent des indicateurs anthropométriques perturbés ou chez qui on trouve donc des apports diététiques quotidiens qui sont réduits. Donc l'évaluation, en quoi va-t-elle consister? Elle concerne plusieurs versants, d'abord l'examen clinique, les données anthropométriques, la composition corporelle, l'étude diététique et éventuellement une composante biologique. Pour ce qui est de l'examen clinique, on va s'attacher d'abord à rechercher si ces enfants présentent une fonte musculaire, s'ils ont une fonte du panicule adipeux, s'il y a eu un changement récent de poids chez ces enfants, donc des pertes de poids récentes, s'il y a présence d'œdème, s'il y a des signes de malnutrition, tels qu'une pigmentation, l'altération de la coloration des cheveux ou une chute de cheveux, des conjonctivites, des kératomalacies qui signeraient effectivement à ce moment-là un état de déficit vitaminique. Et puis, on va s'attacher aussi à repérer les enfants chez qui certains pourront présenter des conditions qui peuvent affecter le statut nutritionnel. Donc, des troubles du comportement alimentaire, des pertes d'appétit, des vomissements, de la diarrhée, des constipations, des flatulences, des indigestions. Tout ça peut entraîner un état de dénutrition. Les données anthropométriques, elles,
ne vont pas concerner, vous voyez, il y a toute une liste de données anthropométriques qu'on peut calculer, estimer, mais on ne va pas le faire pour tout le monde. On va le faire surtout pour la plupart des enfants. Pour la majorité des enfants ne nécessiteront pas d'une évaluation complète. La plupart on va checker, on va trouver simplement, on va étudier simplement le poids, la taille, le périmètre brachial, l'évaluation de la taille par rapport à l'âge, du poids par rapport à l'âge, l'indice de Waterloo, ou encore le périmètre brachial par rapport à l'âge. Et ça suffira amplement pour réaliser une première approche du statut nutritionnel. Donc, on va étudier l'indice de Waterloo, et on l'a vu tout à l'heure, donc qui va être classé permettre de classer l'enfant soit en dénutrition légère, modérée, sévère. L'indice de masse corporelle, je vous en parlais tout à l'heure lorsqu'on avait abordé la question des maladies de Crohn, mais il faut savoir qu'en ce qui concerne la cancérologie, certes, l'indice de masse corporelle est un bon indicateur de masse grasse, quel que soit l'âge, mais c'est un mauvais indicateur dans le cadre de l'oncologie pédiatrique. Donc, il n'est pas forcément recommandé chez les enfants cancéreux. Il est plutôt utile d'étudier ou de déterminer l'indice de Waterloo à ce moment-là. La composition corporelle permet, elle, d'identifier s'il y a une altération des compartiments corporels. Masse maigre, mais je vous fais la version la plus simple, mais c'est le plus simplement possible. On va essayer de voir s'il y a une altération des compartiments masse maigre et masse grasse. On va utiliser différentes méthodes, le périmètre brachial et l'étude des plis cutanés, mais on peut utiliser aussi des machines plus intéressantes telles que l'absorptiométrie biphotonique par rayon X, c'est certainement la méthode de référence, associée maintenant depuis quelques années à l'impédancemétrie bioélectrique dont on va bientôt disposer à l'hôpital de Knimsous, où on peut faire donc une étude de la sarcopénie par une TDM quantitative. Donc, pour ce qui est le périmètre brachial, il faut effectivement, et c'est la raison pour laquelle je vous mets ces quelques diapositives, il faut que la mesure soit irréprochable. Donc, on va s'attacher donc à mesurer la distance entre acromion et olécrane. Et donc là, entre l'acromion et l'olécrane, et puis on va mesurer à mi-distance, on va mesurer le périmètre brachial et le comparer à des normes, donc les courbes d'OMS en l'occurrence, et qui vont nous permettre de déterminer si le périmètre brachial est diminué ou non par rapport à l'âge. Et vous avez ici les normes de la FIOP, encore une fois, qui permettent de définir, en cas de malnutrition aiguë, en fonction de l'âge, si l'enfant est dénutri, s'il y a une perte du périmètre brachial ou non, donc de la masse grasse. Les plis cutanés, c'est une autre méthode. On doit pour cela disposer d'un compas de mesure des plis cutanés ou compas de Harpenden et qui va permettre de mesurer le pli cutané et donc d'évaluer là aussi la masse grasse donc chez un enfant. Et on doit faire au moins 2 mesures pour que celle-ci soit fiable, soit ici la mesure la plus fréquente, le pli cutané tricipital, et on peut aussi avoir recours au pli cutané sous-scapulaire, comme vous le voyez ici, voilà, sous la scapula, la pointe de la scapula. Enfin, des méthodes, comme je le disais tout à l'heure, plus précises et qui font référence actuellement. Donc, l'absorptiométrie biphotonique par rayon X, qui permet d'évaluer les différents compartiments du corps, mais on n'en dispose pas partout, malheureusement. Plus simple et certainement plus facile pour nous, pédiatres, d'en disposer, ce sont les appareils de bioimpédométrie électrique. Et ceux-ci ont fait la preuve de leur efficacité et de leur précision, si bien que maintenant il est admis de faire des études qui ont une grande valeur eux aussi, par rapport de même valeur que l'absorptiométrie. Et enfin, une méthode plus récente, étudiée déjà chez les adultes et qui maintenant commence à arriver dans la population pédiatrique, c'est-à-dire la TDM quantitative, qui permet d'évaluer la quantité de tissu sous-cutané et d'évaluer aussi la masse musculaire. Il s'agit en fait, c'est très simple, c'est un scanner tout simple où on va passer par la 3e vertèbre dorsale, on fait une coupe simplement, et à l'aide d'un logiciel adapté et qui est gratuit, dont les radiologues peuvent s'équiper maintenant, on va déterminer quelle est la masse musculaire et on va déterminer quelle est la quantité
de tissu adipeux sous-cutané. Et chez les enfants cancéreux notamment, de même que chez les adultes, on va voir ici effectivement qu'il peut y avoir une fonte de la masse musculaire, donc ce qu'on appelle une sarcopénie. Voilà. Et cette méthode fait maintenant référence chez les adultes et j'espère bientôt chez les enfants. L'évaluation diététique, elle, va reposer toujours sur les mesures anthropométriques, mais elle va s'attacher à déterminer si l'enfant a des troubles de l'appétit, de la faim, de la satiété, quelles sont ses capacités masticatoires, c'est-à-dire chez les grands enfants, notamment l'état de la dentition, s'il y a des douleurs lors des efforts de mastication. On va s'attacher aussi à étudier la déglutition. Y a-t-il des douleurs durant la déglutition, des troubles de la salivation, mucite? Y a-t-il des troubles sensoriels, dysgeusie, dysosmie? Donc, dysgeusie, trouble du goût, mais bon, là, je vous apprends rien maintenant avec la pandémie de Covid, où c'est à la mode, et les troubles de l'odorat, donc les dysosmies aussi. Est-ce qu'il y a des troubles du comportement alimentaire, notamment chez les petits-enfants? Cet automne, nous avons eu un problème avec un enfant qui présentait, un petit nourrisson qui présentait donc un état de dénutrition lorsqu'on a commencé à le corriger, lorsque son cancer a été diagnostiqué, que l'on a commencé à corriger, mais malheureusement, cet enfant présentait des troubles du comportement alimentaire et notamment un méricisme. Il a fait une fausse route au cours de sa période hospitalière et est décédé. Donc, les troubles du comportement alimentaire sont importants à dépister aussi. Et enfin, on va s'attacher aussi à retrouver des signes digestifs, des nausées, vomissements, diarrhées qui vont, eux, majorer ou perpétuer un état de dénutrition. Enfin, on va réaliser une étude des ingestats, donc les apports alimentaires oraux, sur 24 heures ou 3 jours. Une étude des préférences alimentaires, des aversions ou des allergies éventuelles. Est-ce que l'enfant est autonome? Est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il a besoin d'aide pour manger? Est-ce qu'il est bien entouré lorsqu'il mange? Parce que manger demeure encore un moment de plaisir et de convivialité, donc les enfants doivent être entourés à ce moment-là. Et donc, il est important d'étudier cela encore une fois. L'évaluation biologique, elle, repose sur quelques paramètres, très peu de paramètres en réalité, que ce soit l'albumine, la transférine, l'albumine ou la préalbumine, qui a une demi-vie courte de 2 à 3 jours et permet de refléter justement avec précision un état de dénutrition lorsqu'il commence à apparaître. On pourra utiliser aussi l'étude des différents électrolytes ou de différents paramètres vitaminiques, mais en réalité, aucun de ces paramètres biologiques n'a fait la preuve de son efficacité pour le diagnostic d'un état de nutrition, donc ils ne sont pas appliqués forcément en routine. Donc je ne pense pas que ce soit quelque chose qui doit être retenu. Donc, nous étions en diagnostic. Maintenant, au cours du traitement, qu'allons-nous faire? On va surveiller certainement la courbe de croissance naturopondérale pour s'attacher à mettre en évidence une perte de poids dite majeure lorsqu'elle dépasse 2% du poids en moins de 7 jours, 5% en moins d'un mois, 7,5% en moins de 3 mois ou 10% en moins de 6 mois. Mais ceci est insuffisant. La surveillance du poids n'est certainement pas le meilleur paramètre aussi en cas de masse tumorale importante. Déjà parce que le poids aura été surestimé au diagnostic, et dès l'entame du traitement, on va avoir une fonte tumorale qui va être plus ou moins importante et nous faire croire à tort que l'enfant perd du poids, est en train de se dénutrir, alors que c'est la masse tumorale en elle-même qui est en train de fondre. La surveillance du poids aussi est erronée s'il y a présence d'œdème chez un enfant, ou encore en cas de tumeur osseuse, telle qu'un ostéosarcome, qui bénéficiera d'une amputation. Là aussi, la surveillance du poids devient un paramètre tout à fait aléatoire. Il faudra aussi surveiller la vitesse de croissance staturale, mais tout cela, tous ces deux paramètres, même s'ils peuvent être appliqués, ne sont pas adaptés à l'évolution du poids sur des périodes courtes de temps ou en phase aiguë. C'est pour ça qu'on a plutôt recours à des courbes de suivi de poids qui permettent, et je pense que toutes les personnes qui ont travaillé à Binmsous connaissent ça maintenant, et à Mustapha aussi, des courbes de poids, de suivi de poids qui permettent d'apprécier l'évolution du poids sur de courtes périodes. En effet, on a, à l'image de ce qui se fait chez les adultes, ces courbes de poids permettent de déterminer deux niveaux de perte de poids. Alors ici, vous avez la trajectoire du poids d'un enfant sur 6 mois. Ici, cette ligne verte représente une perte de poids de 5%. Et ici, cette ligne rouge, une perte de poids de 10%.
Et l'on sait très bien que donc entre moins 5 et 10%, il y a un risque nutritionnel qui est possible, qui doit nous pousser à enrichir l'alimentation ou à donner un complément nutritionnel oral. Et lorsque la perte de poids est majeure, supérieure à 10%, là, on doit avoir recours à une nutrition entérale ou associée ou non à une nutrition parentale. Donc, ces courbes de suivi de poids permettent de surveiller le poids de façon hebdomadaire, contrairement aux courbes que l'on utilise de l'OMS, qui, elles, ne permettent une surveillance que sur un mois. Donc, sur des périodes de temps très courtes, ces courbes sont extrêmement utiles. Regardez, par exemple, cet enfant n'était pas dénutri au diagnostic. 4 semaines après, donc au moment où la première cure de chimiothérapie a été débutée, on voit que cet enfant avait perdu un peu plus de 5% de son poids. Donc, un complément nutritionnel oral a été administré qui a permis donc d'enrichir son alimentation et d'avoir une reprise pondérale, une correction de la perte de poids enregistrée auparavant. Alors, cas clinique, Myriam a 19 mois lorsqu'on diagnostique chez elle une leucémie aiguë lymphoblastique type B. Son poids à la découverte de la maladie était de 9,2 kg, donc au 15e percentile de l'OMS, donc on peut considérer raisonnablement que cela est normal. Et elle avait une taille au diagnostic de 85 cm, donc supérieure au 15e percentile de l'OMS. Donc cet enfant était tout à fait normal lorsqu'on considère son poids et sa taille. Voilà d'ailleurs son poids rapporté sur sa courbe de poids et l'indice de Waterloo calculé à ce moment-là qui était de 92%. Lorsqu'on a débuté sa prise en charge, nous avons noté une diminution régulière de son poids sur environ 10 jours. Donc là, elle avait déjà une perte de 5%. Une semaine, en effet, après le début du traitement, son poids était de 8,8 kg et son indice de Waterloo était de 88%. Donc on pense à cela signifie donc qu'à ce moment-là, elle présentait une dénutrition légère. Donc, qu'allons-nous faire justement pour corriger cette dénutrition légère? Donc, la question se pose, comme d'habitude, comme pour tout à l'heure. Quand envisager une prise en charge nutritionnelle? Donc, quels sont les objectifs? Donc, à court terme, c'est maintenir le poids antérieur, respecter le timing et l'observance des traitements, et maintenir le niveau d'activité de l'enfant, en réduisant, bien sûr, et ça vous l'avez vu d'emblée, en réduisant les complications infectieuses ainsi que le nombre de jours d'hospitalisation pour infection. À moyen et long terme, c'est permettre, bien sûr, la poursuite d'une croissance staturo-pondérale harmonieuse. Donc, sur quels critères allons-nous engager une prise en charge nutritionnelle? D'abord, et ça vous l'avez bien pressenti aussi, sur le risque nutritionnel selon l'évaluation anthropométrique, selon le niveau de perte de poids, selon l'évaluation des apports nutritionnels, et on le verra tout à l'heure, ça, et selon l'intensité du traitement et les effets secondaires attendus. Donc, alors, si l'on a une perte de poids de plus de 5% par rapport au poids précédent, déjà, il va falloir envisager une prise en charge nutritionnelle. Donc, comme vous l'avez vu sur les courbes que je vous montrais tantôt, on va essayer d'instaurer soit un enrichissement de l'alimentation orale, soit mise en place de compléments nutritionnels oraux. Si on va aussi discuter une prise en charge nutritionnelle, si l'indice de Waterloo est inférieur à 80%, s'il y a un fléchissement de la courbe pondérale, s'il y a une réduction de la masse grasse déterminée par le pli tricipital. Donc là, ce sont les plis cutanés aussi qui vont nous aider. S'il y a une diminution des apports alimentaires de plus de 70% par rapport aux apports nutritionnels journaliers recommandés chez des patients qui étaient auparavant bien nourris. S'il y a des vomissements anticipés qui sont dus à la chimiothérapie, donc chimio-induit pendant plus de 5 jours chez des patients auparavant bien nutris, ou si nous sommes devant un patient à haut risque nutritionnel. Rappelez-vous, on a un certain nombre de cancers qui sont dits à haut risque nutritionnel. Les LAL à haut risque, les LAL en rechute, les tumeurs solides avec métastase. Tous ces cancers-là sont des cancers à haut risque nutritionnel. Donc, les objectifs déterminés, les critères de mise en route d'une prise en charge nutritionnelle identifiée, il nous reste à évaluer les besoins nutritionnels d'un enfant atteint de cancer. Ces besoins sont déjà bien établis. En fait, on va simplement se caler sur les besoins nutritionnels d'un enfant sain, mais ces besoins doivent être majorés.
majoré en termes d'énergie. Donc, on va appliquer un facteur de correction de 1,2 à 1,5 par rapport aux apports nutritionnels et énergétiques d'un enfant sain. Et cela va nous permettre de déterminer combien on va lui donner. Bien sûr, cette correction ne va être effectuée qu'au début du traitement. Ensuite, dès que l'état nutritionnel semble corrigé, les enfants bénéficieront des mêmes besoins nutritionnels en temps en énergie qu'en protéines que les enfants sains. Donc, chez Meriem, nous avons entamé une prise en charge, dont l'objectif était d'augmenter les apports énergétiques pour éviter une nouvelle perte de poids, c'est-à-dire prévenir une dénutrition. Dénutrition modérée qui était dite si le poids était inférieur ou égal à 8,7 kg. Donc, on a déterminé ses besoins nutritionnels et on a appliqué un facteur de correction parce que nous étions au début de la prise en charge, parce que nous étions chez un petit enfant, nous avons utilisé un facteur de correction des besoins énergétiques de 1,3. Donc, celle-ci, Meriem, devait bénéficier d'apports énergétiques évalués à entre 1300 à 1700 kilocalories par jour, avec des apports protéiques aussi majorés, entre 10 et 11 grammes par jour, et des apports lipidiques et glucidiques qui étaient fonction des apports énergétiques. Alors, pour justement déterminer si nous étions dans ces apports, si nous répondions à ces besoins énergétiques, il fallait faire une enquête alimentaire. Donc, au petit déjeuner, on a constaté que Meriem bénéficiait de 270 ml de lait de croissance avec 2 cuillères à café de chocolat en poudre. Elle prenait au déjeuner un petit pot bébé avec 2 petits Suisses et au goûter une compote avec un yaourt avec ou sans biscuit. Et au dîner, elle bénéficiait encore de 260 ml de lait de croissance avec 2 cuillères à café de céréales infantiles et puis elle grignotait du fromage. Lorsqu'on a fait son diagnostic diététique, Meriem avait des apports énergétiques de 905 kilocalories par jour, soit 102 kilocalories par kilo par jour. Elle était en deçà en fait des besoins énergétiques estimés auparavant. Elle recevait 33 grammes de protéines par jour, ce qui était élevé par rapport à ses besoins protéiques quotidiens, qui étaient, je vous le rappelle, au maximum de 11 grammes par jour. Et elle avait des apports lipidiques à 26 grammes par jour et glucidiques à 136 grammes par jour. Alors ça, c'est une caractéristique qui est frappante chez les enfants algériens, c'est qu'ils reçoivent pratiquement tous au début de leur maladie des apports protéiques extrêmement élevés. Extrêmement élevés. Alors, comment est-ce qu'on va corriger justement chez Meriem donc ce déficit énergétique? La question se pose. Donc, chez les enfants cancéreux, le support nutritionnel que l'on doit utiliser doit être fonction de la disponibilité du tube digestif. S'il y a possibilité d'utiliser partiellement au moins le tube digestif, on va avoir recours à une alimentation par voie orale, donc ce qu'on appelle classiquement un complément nutritionnel oral, ou avoir recours à une nutrition entérale. Ces deux voies-là sont toujours à privilégier lorsque la tolérance digestive le permet. Si le tube digestif, au contraire, ne peut être utilisé, on va avoir recours à une nutrition parentérale par voie centrale. Donc, vous le voyez ici, on a 3 niveaux de modalités thérapeutiques et ces 3 niveaux constituent une pyramide inversée où la modalité thérapeutique constituant la base, ce sont certainement l'enrichissement de l'alimentation et les compléments nutritionnels oraux. Tous les enfants devraient en bénéficier si leurs apports sont insuffisants. Et si, bien sûr, encore une fois, la voie digestive est utilisable au moins partiellement. Sinon, on va avoir recours à une nutrition entérale. Et là, on passe dans le cap d'une nutrition artificielle qui est soit à visée curative, soit à visée palliative, ce qui n'est pas le sujet du jour. Ça pourra faire l'objet d'autres communications, mais pour aujourd'hui, on va s'intéresser à la nutrition artificielle à visée curative. Donc, nutrition entérale, associée ou non à une nutrition parentérale qui correspond au sommet de la pyramide et donc qui est la modalité thérapeutique certainement la moins utilisée à présent. Meriem, alors, puisque la voie digestive était disponible chez Meriem, on a remplacé le lait de croissance par un lait isocalorique de la fatrini, un produit bien connu. Et on a remplacé le chocolat en poudre par des céréales infantiles, en donnant 4 cuillères à café par biberon.
en essayant d'ajouter des matières grasses. Donc, ce qui a permis d'avoir de nouveaux apports énergétiques, donc de 1480 kilocalories par jour, ce qui correspondait finalement à ses besoins énergétiques. Mais on restait toujours, en termes d'apport protéique, au-delà de ce qu'elle devait recevoir. Donc, ça a été un échec, parce qu'elle n'acceptait plus de prendre son lait. Elle ne buvait plus ses biberons. Elle a refusé. C'est encore une fois une question de goût, de palatabilité chez les enfants. Certains vont accepter facilement donc le remplacement de leur lait de croissance. D'autres vont refuser un complément nutritionnel, en l'occurrence ici la fratrie, malheureusement. Alors, quelle était la solution? Ben, tout simplement, on a repris le lait de croissance chez Meriem et on l'a enrichi avec de la dextrine maltose à 4%, la photomate, en fait, un produit qui n'existe pas dans notre pays, mais dont on dispose par intermittence grâce à des dons dont nous bénéficions ici au niveau du CHU. Donc, on a remplacé le lait de croissance et on a réinstauré un lait de croissance, celui que Meriem prenait auparavant, et on l'a enrichi simplement avec la dextrine maltose avec un goût neutre. Donc, le goût du lait était toujours là. Elle a repris ses biberons le plus normalement du monde. On a aussi remplacé le chocolat en poudre par des céréales infantiles et ajouté des matières grasses, 20 grammes d'huile et 20 grammes de crème fraîche par jour dans l'alimentation quotidienne. Donc, enrichissement de l'alimentation orale et administration, donc enrichissement du lait de croissance. Là aussi, on répondait aux apports énergétiques totaux et là, alors, donc, vous avez vu, on a modifié deux choses. On a enrichi l'alimentation. C'est certainement la première des choses à réaliser. On sait très bien, et justement, que les apports oraux spontanés vont fluctuer au cours du traitement et que différents troubles alimentaires peuvent survenir. Donc, on va insister sur les prises alimentaires, moduler le nombre et les horaires des repas, éviter de faire consommer des aliments caloriques et apprécier l'enfant pendant le passage de la chimiothérapie pour diminuer les aversions conditionnées. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Lorsqu'on fait l'évaluation diététique, on va étudier les préférences des enfants. Identifier certains aliments caloriques appréciés de l'enfant auxquels on va justement ne pas avoir usage pendant le passage de la chimiothérapie. Je m'explique. Alors, certains enfants, par exemple, aiment la banane. Et il a été constaté lorsqu'on leur donnait, au moment de la chimiothérapie, que cette dernière allait entraîner des altérations du goût, donc une dysgeusie. Et on va aboutir à des situations où, par exemple, le goût de la banane sera modifié et va prendre un goût métallique chez les enfants. Les enfants ont l'impression de manger du métal. C'est donc ce qu'on appelle, ensuite, ils vont détester la banane, ne plus en bénéficier, donc une aversion conditionnée. En intercure, ou à des moments où l'enfant, justement, aura des périodes d'anorexie ou de diminution des prises alimentaires ou diminution de l'appétit, justement, on pourrait avoir recours à ces aliments à valeur calorique élevée. Mais malheureusement, parce qu'ils seront sous le coup d'aversion conditionnée, ces aliments, l'enfant va les rejeter et notre choix va être extrêmement restreint pour les renutrir. Donc, l'étude des préférences alimentaires est extrêmement importante, va nous permettre d'identifier des aliments caloriques appréciés de l'enfant que l'on va éviter pendant le passage de la chimiothérapie et auxquels on aura recours, par contre, par la suite, en intercure, lorsque l'enfant voit ses apports alimentaires réduits, son appétit réduit. Alors, pour ce faire, ceci n'est pas simple. Pour ce faire, nous, dans notre service, on a recours à un petit livret qu'on a mis au point, qui s'intitule Cancer et nutrition, et justement, dans lequel on va retrouver tous les conseils pour enrichir l'alimentation, de même que l'utilisation des compléments nutritionnels oraux. Les compléments nutritionnels oraux, justement, qu'est-ce que c'est? La question m'a été posée, j'ai triché un petit peu ce matin, j'ai présenté ce travail aux résidents qui étaient de garde chez nous cet après-midi à l'hôpital, et je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait certaines choses qu'ils ignoraient. Et ils ne savaient pas quelle était la différence entre les différents compléments nutritionnels oraux. Alors, ceux-ci sont simplement des mélanges nutritifs qui sont prêts à l'emploi, destinés à des fins médicales spéciales. Quand on dit destinés à des fins médicales spéciales, ça veut dire d'abord que ces produits ne peuvent être délivrés que sur prescription médicale.
pas distribués comme des bonbons, comme on le voit actuellement dans les différents services hospitaliers où certaines associations caritatives passent en fin de journée, lorsque le personnel médical et paramédical est en nombre réduit, et distribuent ça aux enfants cancéreux. Donc, c'est une erreur qui ne doit malheureusement pas être réalisée parce que ce sont, encore une fois, des mélanges nutritifs destinés à des fins médicales spéciales. Ils apportent de l'énergie, des protéines, des vitamines et des minéraux et sont utilisés pour augmenter les apports énergétiques et ou protidiques des patients dénutris ou à risque de dénutrition. Donc, ils sont complémentaires à l'alimentation habituelle, d'où la dénomination de compléments nutritionnels oraux. Ils sont complémentaires à l'alimentation habituelle, se font en parallèle. La caractéristique de ces CNO ou compléments nutritionnels oraux est qu'ils sont en faible volume. Dans un faible volume, il y a une densité énergétique élevée, avec un apport calorique appréciable et un apport protidique variable. Dans les pays européens, pour la plupart des pays européens, ces CNO sont remboursés par la sécurité sociale. Ils ne le sont pas encore dans notre pays, malheureusement. Mais on sait par exemple que 200 ml de Fortimel Extra, parce que c'est un produit qui est présent dans notre pays, pratiquement le seul d'ailleurs, correspond à 300 kilocalories et 20 grammes de protéines, ce qui est égal à un grand bol de lait au chocolat. Pardon, je reviens, excusez-moi, j'ai touché. Un grand bol de lait enrichi de 250 ml avec 2 cuillères à soupe de lait en poudre, qui lui équivaut à 250 kilocalories et 16 grammes de protéines. Donc, vous voyez 250 millilitres et 200 millilitres, et vous voyez que sur 200 millilitres, on a une plus forte densité énergétique et une plus grande quantité de protéines. Mais, encore une fois, ces CNO nécessitent une prescription médicale. L'objectif étant de complémenter une alimentation insuffisante pour prévenir ou lutter contre un état de dénutrition. Alors, il y a plusieurs preuves d'efficacité de ces CNO. Et regardez ici, c'est une étude qui a été réalisée durant le premier trimestre de traitement de 45 enfants qui étaient traités par des cancers nouvellement diagnostiqués. Ça a été fait à Istanbul, en Turquie. Et on voit bien que, en fait, regardez, par exemple, lorsque vous regardez les différents indicateurs, notamment le BMI inférieur au 5e percentile, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, effectivement, le nombre d'enfants donc présentant un BMI inférieur au 5e percentile, donc dénutris, allait se réduire au fur et à mesure lorsqu'on avait prescrit durant le premier trimestre un CNO. De même, par exemple, pour l'indice de Waterloo, on va voir clairement que le nombre d'enfants dénutris ayant un Waterloo inférieur à 90% va se réduire au fil du temps. Et regardez, pour le dernier paramètre, le pli cutané tricipital, là aussi, on voit qu'au fur et à mesure, lorsqu'on a d'emblée corrigé un état de dénutrition ou prévenu un état de dénutrition par mise en route d'un complément nutritionnel oral, et bien, les paramètres nutritionnels anthropométriques vont se corriger durant une plus longue période de temps. Donc, ils ont un intérêt certain, et ce n'est pas, et encore une fois, c'est une prescription médicale qui permet justement de les prescrire. Donc, avant de les prescrire, il faut quand même s'assurer que les repas sont personnalisés, c'est-à-dire en termes d'inversion et de texture. S'assurer que l'enrichissement des repas en énergie a été envisagé. Donc, c'est toujours là la première étape, enrichir les repas en énergie et en protéines et s'assurer qu'un fractionnement des repas a été proposé. Donc, ça veut dire encore une fois qu'on doit réaliser une étude des préférences alimentaires et un relevé exhaustif de consommation sur 3 jours ou 24 heures selon les habitudes. Les règles aussi de prescription doivent être strictement respectées. À quel moment de la journée les consommer? Donc, il est préférable quand même de les consommer en dehors des repas. Et donc, ces CNO doivent être administrés en complément des repas. L'enfant doit prendre ses repas habituels et en dehors des repas, donc environ 2 heures après les repas, il peut consommer un CNO qui va apporter un plus en termes de densité énergétique et protidique. Et comment les consommer? Alors, il y a diverses manières. Et là aussi, moi, je vous invite à consulter le guide qu'on avait réalisé au sein de notre service et qui permet d'avoir non seulement des recettes de préparation des CNO, mais de voir qu'on peut les consommer congelés, chauffés, dilués, enfin de différentes manières pour essayer de trouver la manière la plus agréable et adaptée au goût de l'enfant.
et donc lui permettre de bénéficier. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a souvent constaté, alors il y a différents goûts pour les CNO présents en Algérie, chocolat, vanille, banane, fraise ou mocha par exemple. Et dans notre CHU, souvent, les services de la pharmacie ramenaient plutôt des CNO type mocha, donc mocha proche du café. Donc les enfants n'aimaient pas ça. Donc, quand on leur changeait simplement le goût, en mettant de la vanille, donc en apportant un CNO vanille ou fraise, eh ben, les prises étaient plus facilitées. Donc les enfants bénéficiaient de tous les avantages des CNO. De même, par exemple, que certains enfants trouvent que les CNO, de façon générale, Fortimel ou d'autres, sont épais. Donc ne les consomment pas. Il suffit simplement à ce moment-là de les diluer dans du lait ou de l'eau. Et là, ça va permettre une meilleure prise du CNO, donc modifier la texture des boissons et donc permettre leur prise. Donc, vous voyez que là, il y a des limites à l'usage des CNO. Donc, au préalable, simplement vérifier l'augmentation des ingestats sous CNO, que la prise effective des CNO va entraîner une augmentation des calories ingérées. Et donc, il va falloir, si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas de prise effective de ce CNO, analyser la cause de la non-prise des CNO, c'est-à-dire est-ce que c'est un problème d'horaire, de texture, de monotonie des arômes, de lassitude, et est-ce qu'il y a d'autres troubles digestifs mineurs à côté qui vont entraver l'observance de la prise des CNO? Donc tout ça, là aussi, tout ça dans le guide que l'on utilise au sein de notre service, les différents problèmes sont listés, ainsi que les solutions. Donc c'est des choses auxquelles les personnels de santé doivent s'habituer pour permettre justement d'aboutir à une meilleure prise de ces CNO et au final lutter comme il se doit contre un état de dénutrition ou prévenir un état de dénutrition. Deuxième modalité, et qui est tout aussi importante, mais comme je vous l'ai dit, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est que la modalité thérapeutique la plus importante, c'est quand même l'enrichissement de l'alimentation orale et la prise des CNO. Mais sinon, en deuxième recours, et là, et c'est par mon sens, c'est aussi important, c'est la nutrition entérale. Que ça soit, alors je vais faire l'effort de vous rappeler simplement que l'infratrini est une solution de nutrition entérale qui est adaptée aux enfants de moins de 1 an, que nous disposons aussi de solutions polymériques. Ces trois-là sont polymériques, mais celles-ci sont adaptées aux enfants plus grands à partir de 1 an. Le Nutrini standard, dit isocalorique, où 1 kilocalorie est apportée par 1 millilitre de solution de nutrition entérale, et une autre formule polymérique, mais celle-ci dite hyperénergétique, où on a 1,5 kilocalories apportées par 1 millilitre, donc plus d'énergie apportée par un plus faible volume. Donc des mélanges polymériques. Et enfin, le Nutrini Peptisan, formule semi-élémentaire, mais qui a peu de place finalement dans la nutrition entérale en pédiatrie. Donc pourquoi utiliser la nutrition parentérale? Parce que celle-ci a déjà démontré son avantage. Elle est extrêmement importante et n'a que des avantages. Et on voit très bien, là, ce sont des études qui ont été réalisées par les Hollandais. L'école hollandaise est une école extrêmement importante en termes de nutrition pédiatrique. Et l'on voit que lorsqu'on utilise un protocole de nutrition individualisé, on va aboutir plus rapidement à atteindre donc les objectifs énergétiques, protéiniques, les objectifs nutritionnels de façon générale, et 100% des enfants atteignent leur poids idéal lorsqu'ils ont un protocole de nutrition entérale bien mis en place et individualisé. De même que dans cette étude qui a été réalisée au Brésil, on avait retrouvé qui avait permis l'évaluation de l'impact nutritionnel d'une nutrition entérale chez 23 enfants de 1 à 21 ans traités pour des hémopathies et des tumeurs malignes. On avait retrouvé aussi une meilleure survie chez les enfants qui bénéficiaient donc d'une nutrition entérale et aussi une amélioration des paramètres anthropométriques, le périmètre brachial ou encore le pli tricipital, qui était nettement amélioré lorsque les enfants bénéficiaient d'une nutrition entérale. Donc, autant de preuves de l'amélioration, de l'efficacité de cette nutrition entérale.
Alors, quelle est la place de la nutrition entérale justement en oncologie pédiatrique? Elle est adaptée aux états de dénutrition qui ne sont pas améliorés par une nutrition orale enrichie, et le plus souvent en raison d'une anorexie sévère, lorsque le tube digestif, encore une fois, est fonctionnel. Ou elle est utilisée en prévention lorsqu'il existe plusieurs facteurs de risque de dénutrition, en particulier le type de maladie, le type de chimiothérapie, notamment les tumeurs osseuses qui bénéficient de protocoles lourds et qui vont induire des troubles digestifs importants en raison des quantités de méthotrexate administrées à ce moment-là, et si les apports oraux ne permettent pas de couvrir les besoins. Donc, là, regardez encore une fois, médium 4 semaines après la chimiothérapie, et malgré le fait qu'au début, on avait tenté de corriger ses besoins nutritionnels en enrichissant son alimentation avec donc de l'infantomate, la dextrine maltose, elle a quand même subi une perte de poids. Regardez, donc 4 semaines plus tard, simplement. Donc une période de temps qui est courte et qui a abouti à une perte de poids majeure, donc de plus de 10%. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé une nutrition entérale chez elle. Nutrition entérale, alors ça vous l'avez vu tout à l'heure aussi, c'est ce que je vous ai exposé lorsqu'on a parlé de maladie de Crohn, où on a abouti, donc on a commencé très rapidement chez Mariam à augmenter progressivement, quotidiennement, les apports volumiques en nutrition entérale. Donc le soluté qui avait été initialement choisi était une formule polymérique, type Nutrini standard. Et vous voyez, on est passé à J1 de 384 millilitres à J4 à 960 millilitres, donc pratiquement 1 litre, avec des apports caloriques. Donc il s'agit ici d'un nutriment isocalorique. On est passé de 384 kilocalories à 960 kilocalories. Et la tolérance était bonne. Mais au bout de J5, nous ne répondions pas. Donc, lorsqu'on a atteint le débit maximal horaire, on ne répondait pas aux apports théoriques, énergétiques que devait recevoir Meliam. Donc, on a choisi de switcher vers une formule polymérique, mais hyper énergétique. Donc, le Nutrini Énergie, dont je vous parlais tantôt. Donc, où 1,5 kilocalories et correspond à 1 millilitre. Ce qui nous a permis d'atteindre des apports caloriques de 1440 kilocalories journaliers et qui correspond finalement aux besoins théoriques dont devait bénéficier Mariam. Donc, nous sommes ici dans cette situation. Les objectifs caloriques n'avaient pas été atteints au bout de 5 jours, donc on a procédé à un enrichissement avec du Nutrini Énergie et ça nous permet d'aboutir à ce moment-là à l'atteinte des objectifs caloriques, tout en conservant une bonne tolérance de notre nutrition entérale. Et vous voyez, on le remarque finalement, Mariam, dès qu'on a commencé à entamer la nutrition entérale, a présenter une reprise de sa croissance pondérale qui, peu à peu, s'est corrigée à la fin des 6 semaines de nutrition entérale. Donc, l'alimentation entérale, finalement, peut être administrée soit par sonde nasogastrique, soit par gastrostomie. Nous, le plus souvent, enfin tout le temps, il faut le dire, nous faisons bénéficier nos enfants de la mise en place d'une sonde nasogastrique. Donc, on utilise une sonde nasogastrique parce que d'abord, nous pratiquons des nutritions entérales de courte durée et on utilise pour ça des sondes nasogastriques de petit calibre en polyuréthane qui sont plus souples et telles que les sondes de nutrition et qui permettent de les changer une fois par mois. Et lors de chaque changement, on réalise une radio pour vérifier la position de la sonde. Et puisque nous sommes dans le cas particulier de l'oncologie, on va toujours anticiper la pause. Celle-ci ne sera pas réalisée pendant un épisode de mucite ou en cas d'intolérance digestive et elle pourra être réalisée après transfusion de plaquettes si besoin. Donc la gastrostomie est une modalité certes qui est extrêmement importante et qui permet de faire bénéficier aux enfants d'une nutrition entérale continue mais sur de longues périodes. Malheureusement, nous ne disposons pas jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. On va utiliser donc, pour ce qui est des produits de nutrition entérale, vous l'avez compris, des mélanges prêts à l'emploi et stériles, polymériques le plus souvent, semi-alimentaires en cas de malabsorption, mais franchement, on n'y a jamais recours.
pratiquement. Hypercalorique si les apports caloriques restent insuffisants. Et vous voyez ici, vous avez différents types. Je vous les ai nommés, mais vraiment, j'ai fait exprès de les nommer parce que je pense qu'il y a encore peu de monde les connaissent parfaitement. Infratrini pour les enfants de moins de 1 an, Nutrini standard et énergie pour les enfants de 1 à 6 ans. Et puis ensuite, on a Nutrini Max, standard ou énergie pour les enfants de 7 à 12 ans. Donc des produits extrêmement intéressants. Il en existe d'autres, la liste n'est pas exhaustive. Comment administrer? Là aussi, on peut avoir recours soit à une nutrition entérale continue pour améliorer la tolérance, et ça, certainement ma préférence à moi, soit une nutrition intermittente avec ou sans bolus, en augmentant progressivement, en commençant par des débits faibles et qu'on va augmenter par paliers progressifs en fonction de la tolérance. Ces apports pourront être modulés dans le temps, donc adapter le débit selon la tolérance digestive, les apports oraux, l'évolution staturopondérale. Ils peuvent être diminués, voire arrêtés même pendant le passage de la chimiothérapie. Et chez le nourrisson, en parallèle à l'administration de la nutrition entérale par sonde, il va falloir quand même toujours entretenir les fonctions de succion déglutition, donc essayer de mettre une sucette dans la bouche de l'enfant pour que ce dernier conserve ces fonctions de succion et déglutition. Et puis surtout, il faut accepter de faire le yo-yo avec les débits d'entérale et le poids, donc on ne va pas forcément avoir une croissance pondérale continue lors des périodes de nutrition entérale, donc il faut accepter le fait de réduire un peu les débits de temps en temps pour améliorer la tolérance, donc ne pas forcément avoir une croissance à ce moment-là pondérale correcte ou continue, mais ensuite la reprise d'un meilleur débit permettra effectivement progressivement de corriger donc les déficits pondéraux. La nutrition parentérale enfin, alors il n'y a aucune étude sur la tolérance métabolique. On fait simplement des analogies avec d'autres situations pathologiques et on sait que, par exemple, il peut y avoir une intolérance au glucose qui est liée à la résistance à l'insuline du fait de la corticothérapie ou d'un stress inflammatoire ou infectieux, qu'il y a certaines contre-indications absolues ou relatives à l'administration d'émulsions lipidiques, c'est-à-dire, par exemple, si on a une infection, une thrombopénie, un syndrome inflammatoire accompagnant une infection, donc auquel cas l'émulsion lipidique ne sera pas conseillée, que la voie parentérale périphérique n'est utilisable qu'à court terme, moins de 2 semaines, moins de 3 semaines en réalité, et seulement à titre de complément d'une alimentation orale ou parentérale, et que la voie parentérale centrale est systématique lorsque la nutrition parentérale doit être exclusive et ou prolongée, donc nécessite à ce moment-là effectivement la mise en place d'un cathéter central et multiplie les risques d'infection manuportée à l'aide du cathé. Donc une situation qui finalement pourrait être plus problématique pour les enfants cancéreux. D'où la place relativement restreinte de la nutrition parentérale dans la prise en charge thérapeutique d'un enfant cancéreux. En conclusion, et je crains fort d'avoir largement tardé, c'est que la nutrition en oncologie pédiatrique ne doit plus être une fatalité. La prise en charge nutritionnelle doit faire partie du traitement au même titre que la prise en charge antinéoplasique. Elle doit être précoce et adaptée à chaque situation. Et je me répète, la dénutrition en oncologie pédiatrique ne doit plus être une fatalité. On doit tous agir, tous les soignants doivent agir pour non seulement dépister un état de dénutrition dès le diagnostic, ou même prévenir un état de dénutrition qui s'installerait au cours du traitement, afin d'augmenter les chances de rémission des enfants cancéreux et d'augmenter aussi les chances de tolérance du traitement anticancéreux dont ils doivent bénéficier absolument. Voilà, et je vous remercie.